Bonsoir à Docteur Mouli. J'aimerais bien que tu te présentes si les personnes qui vont t'écouter ne te connaissent pas. Alors, je suis donc gynécologue, chirurgien et cancérologue. J'ai une certaine carrière que j'ai réussi à faire à un certain niveau, puisque j'ai même travaillé 15 ans à l'Institut Gustave Roussy, j'ai travaillé à l'hôpital Cochin, j'ai été dans les meilleurs services de France. J'ai eu pas cette chance, mais je l'ai mérité puisque j'ai beaucoup travaillé. Ça fait 20 ans qu'on m'a demandé, plus de 20 ans, on m'a demandé de m'intéresser à la ménopause. À l'époque où l'étude américaine avait dit, oh là, attention, ça donne des cancers et des maladies Justement, j'allais cardiovasculaires. vous demander c'était quoi cette étude et pourquoi elle a provoqué un tel électrochoc sur la santé de la femme, avec comme ça Alors, des vagues qui sont parties de le monde entier jusqu'au chez nous. exactement. Donc cette étude, elle est arrivée en 2002. Elle devait durer un certain temps. Elle a été écourtée. Alors, il faut quand même situer la position à l'époque. En 1980, 30% des femmes étaient traitées pour la ménopause. En 1990, Oui. l'OMS recommandait le traitement hormonal de la ménopause pour toutes les femmes le plus possible pour améliorer leur qualité de vie, lutter contre l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. Et un autre souci qu'ils avaient, c'était d'éviter de boucher les systèmes sanitaires. Parce que quand on ne prend pas en charge la ménopause, enfin ce terme que je n'aime pas, mais on en reparlera, eh bien tu as plein de conséquences de santé, c'est-à-dire que tu as des problèmes de os, de cœur, de cerveau, on va en reparler, métabolique, on va en reparler, et tout ça, ben, ça embouteille notre système de santé. Et donc cette étude américaine 2002 a fait un tsunami dans le Oui. monde entier. Cancer, maladies cardiovasculaires avec des mauvaises patientes, au mauvais moment, les mauvais produits. Et qui a été d'ailleurs, si on peut le rappeler, elle a été financée et non sponsorisée par le laboratoire Wyeth, qui a été racheté, qui a fait faillite et qui a été racheté par Pfizer. Donc il y a quand même des trucs un peu bizarres. Et moi, en Oui. 2005, l'équipe de Bezin, c'est un laboratoire français qui avait les hormones naturelles, notamment l'œstrogène par voie cutanée, m'a demandé d'aller à, à Buenos Aires en 2005 pour voir les résultats de la fameuse étude européenne qui a commencé en France, qui était E3N et qui disait que le traitement avec les hormones à la française, c'est-à-dire les œstrogènes et la progestérone naturelle, n'avait aucune incidence sur le risque cardiovasculaire et sur le cancer du sein. Déjà 2005, mais on le savait avant. Et je leur ai demandé, mais pourquoi moi vous m'avez choisi? Ils m'ont dit parce que tu es gynécologue, chirurgien et Cancérologue, surtout bien sûr. cancérologue. Et que je travaillais à l'Institut Gustave Roussy. Donc on m'a dit, tu peux être le meilleur ambassadeur. Donc j'ai fait tout le tour de l'Île-de-France pendant un an. J'ai formé les gynécologues, les médecins généralistes. Et puis après, moi qui suis chirurgien, je suis retourné au bloc opératoire. Et 20 ans après, en 2021, je me suis rendu compte que le message n'était pas passé, qu'on n'enseignait pas en fac la ménopause, que les femmes n'étaient pas traitées, qu'elles souffraient en silence. Et c'est pour ça que, comme tu vas peut-être en parler, j'ai voulu faire 3 livres, coup sur coup, comme une fusée à plusieurs étages. Michel, tu te définis comme un homme de combat. C'est quoi précisément ton combat aujourd'hui? Bah, le combat, c'est de ne pas laisser souffrir les femmes et d'assurer leur bien-être. Non seulement des femmes, mais aussi des couples. Et il faut savoir que cette période qui dure au moins 35 ans a complètement été laissée tomber par toutes les universités, les médecins et tout. Et on voit des femmes qui souffrent, qui ont des maladies. Alors on va leur donner un traitement pour ça, un traitement pour ci, un traitement pour ça. Alors qu'il y avait une solution qu'on avait depuis longtemps. Il faut savoir qu'en France, le traitement hormonal de la ménopause à la française, Ouais, dont tu vas reparler, existe depuis carrément, 1974. oui. Donc pourquoi on était obligé de souffrir? C'est incroyable. Exactement. C'est terrible. Donc pour moi, c'est le combat, c'est ne pas laisser souffrir les femmes. Et la première femme qui en a souffert, c'était ma maman. Et donc je me suis dit un jour, il faut que je me batte pour que les femmes ne souffrent pas. Il y a tes livres que j'ai lus, et donc c'est là où j'ai découvert que tu parles de quelque chose qui s'appelle le DOLA, quand tu parles de la ménopause, ou près de là, quand tu parles de la préménopause.
Pourquoi tu as décidé de changer de vocabulaire quand on parle de cette période de vie de la femme, Michel? Alors, je suis un scientifique comment dire, qui a des bases, des fondements et qui doit respecter la science. Il faut savoir qu'en 1816, on a créé le mot ménopause. C'est un Français qui s'appelle Charles-Louis de Gardanne en voyant des femmes qui avaient 51, 52 ans, il faut savoir qu'à l'époque, l'espérance de vie était de 43 ans. Donc, il voyait des femmes qui dépassaient cette période et il disait, mais qu'est-ce qui leur arrive? Il appelait ça même la décrépitude. Les femmes en âge critique. Elles avaient tous les troubles du cerveau, elles n'étaient pas bien, comme nos patientes qui sont laissées pour compte entre 45 et 50 ans, qu'on dit oh vous avez un burn-out, oh vous êtes en dépression. Et lui il a constaté ça. Et le seul élément qu'il avait de commun chez toutes ces femmes, c'était qu'elles n'avaient plus de règles. Donc il a dit ménopause, c'est-à-dire menstruation en pause, arrêt des règles, et c'est pour ça qu'il a inventé et confirmé ce terme en 1821. Or, ce mot n'est qu'une constatation, c'est un symptôme. Et moi, dans ma réflexion, je me dis, mais attends Michel, t'es chirurgien, t'as une femme de 40 ans, tu l'opères parce que tu es obligé de lui enlever l'utérus, et là, est-ce que tu vas dire, parce qu'elle n'a plus de règles, qu'elle est ménopausée? Non, puisqu'elle a toujours ses ovaires. Donc les ovaires, c'est comme pour la thyroïde, c'est l'hormone thyroïdienne. On diminue ou elle augmente. C'est comme le diabète, c'est l'insuline qui augmente. Et ben pour la DOLA, la déficience œstrogénique liée à l'âge, eh bien ça correspond à l'arrêt de fabrication des œstrogènes. Et c'est là, et quand la femme sait que l'origine de ce qui lui arrive est due à la disparition des œstrogènes, elle va dire, mais attendez, je ne comprends pas, il y a une solution. C'est-à-dire qu'il y a un moyen pour moi de pouvoir me restaurer ce que j'avais avant. Et c'est pour ça que le mot ménopause, pour moi, d'abord, est stigmatisant. La pauvre femme, on lui dit, vous êtes ménopausée. Ouais, enfin bon, ça stigmatise, ça la compartimente, on dirait il n'y a plus rien. Mais si, la femme, il lui reste sa féminité et sa sexualité, et c'est pas parce qu'elle a plus ses règles qu'elle n'est plus une femme. Donc, parce que notre société, c'est ce qu'il en fait. Donc moi, je veux être scientifique. Les hommes ont bien compris, et ça, je pense que tu l'as dû le lire. Les hommes, au début, on leur disait, vous êtes en andropause. Andros et pause en latin, ça veut dire pause de virilité. Et donc les hommes, ils ont tout de suite compris que non, c'était pas dû à ça. Et en 1975-80, on a dit c'était ce qu'on appelle le DALA, le déficit androgénique lié à l'âge. Et là, on mettait le doigt sur l'origine, la baisse de la testostérone. Donc les hommes, et ça va même plus loin, puisque maintenant le DALA devient le DT, le déficit en testostérone. Et donc, ils avaient mis le doigt sur l'origine de leurs troubles, parce que hommes et femmes, de façon décalée, ont les mêmes problèmes. Donc pour moi, j'ai dit, ben, on a DALA d'un côté, on aura DOLA de Excellent. l'autre. Et comme en plus on parle de préménopause, périménopause et tout ça, eh bien j'ai voulu simplifier en disant qu'une femme qui présentait tous les symptômes qui peuvent durer de 2 à 11 ans, ces fameux symptômes du climatério avec les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, eh ben la femme étant prédola. On disait préménopause. Alors il y a un autre terme que je n'aime pas, c'est utilisé encore par beaucoup d'universitaires et de médecins, c'est le terme de post-ménopause. Madame, vous êtes en post-ménopause. C'est-à-dire que la femme, elle a plus ses règles, ok, depuis 12 mois encore, et ça c'est encore une idiotie. Et en plus, on lui dit, ben, vous allez rentrer dans un sas, les signes vont s'arrêter, et après vous serez en post-ménopause. Mais non, la post-ménopause, pour moi qui suis chirurgien, c'est après l'intervention. Donc après l'arrêt de fonctionnement des ovaires, qu'est-ce qu'il y a? La mort. D'accord. Donc pour moi, la post-ménopause n'existe pas. La ménopause ou la DOLA commence. Elle sera plus ou moins ou pas équilibrée par un apport d'œstrogène, mais la femme rentre en déficience œstrogénique liée à l'âge. On va commencer peut-être par comment est-ce qu'on peut savoir qu'on rentre dans cette période de la préménopause. Alors tout commence par ce qui ne s'est pas fait, par Ah, l'information. C'est-à-dire que, eh oui, c'est-à-dire que maintenant, à une époque, on a eu des femmes qui étaient en endométriose, elles ne savaient terrible. pas ce que Ah, c'était, c'est les terrible, mamans ne le terrible. savaient pas, et donc elles n'étaient pas informées, elles découvraient ces maladies. Les mamans ménopausées ne parlent pas à leurs enfants, c'était tabou.
Maintenant, les femmes qui vont être en doula vont dire à leurs filles ce que c'est. On a les moyens maintenant en plus par l'internet, par les médias, par certains livres comme j'arrive à le faire, ou des choses comme ça. Donc, pour moi, on ne doit pas découvrir cette période. J'ai proposé dans le rapport qui a été remis à la ministre de la Santé pour Monsieur Macron, le rapport sur la ménopause, j'ai dit il fallait créer ce qu'on appelle un parcours de santé humaine, c'est-à-dire une matière obligatoire au collège, lors du brevet, où les filles et les garçons allaient apprendre les différentes étapes de leur vie. Parce qu'il y a des étapes. Et quand on ne le sait pas, eh ben on les appréhende pas et on ne fait pas de prévention. Moi, je suis cancérologue. Pour moi, prévention, Bien sûr. prévention, prévention. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est fondamental. Et donc, moi, je vois des femmes qui arrivent de moins en moins maintenant, parce qu'elles savent maintenant, elles ont entendu parler par des podcasts, par des informations comme tu fais, comme moi je peux faire. Elles savent que ça existe. Le seul problème, c'est qu'elles arrivent encore un peu Qu'est-ce que tard. ça veut dire arriver Et tard? moi, j'ai eu Oui. des patientes qui me disaient, c'est quoi la ménopause? J'ai dit, je comprends pas là. Vous n'avez pas Internet? Vous n'avez rien? On vous a pas appris? Vous savez pas que vos ovaires vont s'arrêter de travailler? Oui, je vais avoir l'arrêt des règles. Non, mais c'est vos hormones qui vont disparaître. Donc voilà, donc quand une femme arrive chez moi, enfin moi mes patientes que je suis depuis plus de 30 ans, elles sont coachées. Il n'y a pas de problème, elles sont informées et ça commence pas à 40 ans. Mes patientes, quand je les commence, c'est dès le premier contact. Elles peuvent avoir 25, 30, 35 ans parce que tout ça, ça se Alors, qu'est-ce qu'il faut prépare. préparer, Ça se Michel? Est-ce prépare. que tu peux être plus précis, s'il te plaît, avec nous, en disant qu'est-ce qu'il faut préparer? Est-ce qu'il faut guetter les symptômes ou même pas les symptômes? Qu'est-ce une femme doit préparer à partir, d'admettons, de 30 ans? Je vais, je vais utiliser. C'est même pendant la grossesse, c'est-à-dire que déjà il faut se préparer. Il faut se préparer le terrain. Je vais avoir une expression, c'est on n'attend pas les bouffées de chaleur. Non, on n'attend pas les bouffées de chaleur comme on attend l'infarctus pour arrêter de fumer. On sait que ça va venir. On sait que 70 à 80% des femmes vont avoir des bouffées de chaleur. Et donc cela, il faut pas que ça soit une surprise. Donc on sait que ça va arriver. On sait que entre 45 et à peu près entre 50 et 54 ans, il y a 93% des femmes qui ont au moins un Quels sont symptôme. ces symptômes, Michel? Alors on va les dire. Le principal, c'est les bouffées de chaleur. C'est le dérèglement du cerveau par les ovaires qui arrêtent de plus ou moins réduire leur fonctionnement, leur fabrication d'œstrogène. Et le cerveau, il dit, mais dis-moi, je comprends pas. Et donc, le trouble de la régulation, de la thermorégulation, va commencer à devenir moins bon et le cerveau va faire ces fameuses bouffées de chaleur qui peuvent envahir les femmes 3, 4, 5, 10 fois par jour et qui peuvent en plus s'accompagner de ce qu'on appelle les suées nocturnes. Alors, les bouffées de chaleur, si tu veux qu'on en parle, c'est aussi un risque cardiovasculaire quand elles sont D'accord. précoces Euh, d'accord. et Qu'est-ce que permanentes. ça veut dire précoce? Précoces quand elles arrivent, par exemple, vers 45, 46, D'accord. 47 ans, et que ça va durer longtemps. Donc précoce et permanente. On a des femmes qui ont des bouffées de chaleur sur un an, c'est tout, ça passe. D'autres, elles ont dit, ah oui, j'ai eu quelques bouffées de chaleur. Mais il y a quand même un pourcentage de femmes non négligeable qui ont des bouffées de chaleur Et dans ce intenses. cas-là, Mais même si comment dire, elles ont des bouffées de chaleur qui passent, ça reste un symptôme. Ça reste un système, un signe de souffrance du cerveau. Le cerveau, il dit, je ne suis pas bien. J'ai pas assez d'hormones, j'ai pas assez d'œstrogènes. Donc, bouffée de chaleur, suée nocturne, la femme qui est mouillée toute la nuit, et elle dit mais c'est rien, le lit est mouillé, le mari se pose des questions parce qu'il est complètement qu'est-ce qui t'arrive? Et en fin de compte, il faut savoir qu'il ne faut pas négliger. C'est ce que j'explique dans mon premier livre. Les gens m'ont dit mais tu fais peur à tout le monde. Non. Je ne fais pas peur à tout le monde. Ménopause, tout peut changer. J'explique que les symptômes dont on vous a dit ça peut passer, eh ben ces symptômes cachent toujours quelque chose. C'est un iceberg. On a la partie émergée qui va être les bouffées de chaleur, les suées nocturnes. Alors les suées nocturnes, c'est un premier signe, c'est un marqueur d'une hypoglycémie, c'est-à-dire une baisse du sucre nocturne silencieuse. C'est-à-dire qu'on baisse le sucre, une hypoglycémie, et c'est un marqueur du risque de diabète de type 2. Donc c'est quand très. même grave. Et on sait qu'à peu près 35 à 40% des femmes, au-delà de 60 ans, vont développer un diabète. On a aussi ce qu'on appelle les insomnies. La femme qui n'arrive pas à dormir.
et qui se réveillent au moins 3 à 6 fois par nuit. Alors c'est plus fréquent chez la femme que chez l'homme. C'est l'absence de fabrication de certains neuromédiateurs qu'on appelle la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine. Tous ces éléments vont agir au niveau du cerveau. La femme va moins bien dormir. Et puis il y a autre chose, quand les œstrogènes baissent, ça augmente le cortisol qui va laisser un état d'éveil. Et quand le cortisol est élevé, ça bloque la mélatonine, cette fameuse mélatonine qui permet de dormir. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qui, si il n'est pas adressé, peut provoquer des problématiques graves, des pathologies graves. Plus tard, Oui, donc on a parlé des accidents cardiovasculaires sur les bouffées de chaleur, les suées nocturnes, c'est le diabète de type 2, les insomnies, on évolue vers la dépression. Autre élément, c'est les douleurs. La femme qui se plaint de douleurs musculaires et articulaires. Mais non, ça va passer. C'est la femme qui se plaint d'une épaule, d'un coude, alors qu'elle a jamais joué au tennis. Elle se plaint de douleurs articulaires au niveau des hanches. Et en fin de compte, c'est les premiers signes de douleur du système ostéo-articulaire et qui va évoluer peut-être vers l'ostéoporose. Et il faut savoir qu'une femme sur 3 aura une fracture ostéoporotique après 50 ans. C'est très grave. grave, parce que elle n'a pas, enfin, parce que elle n'a pas travaillé avec son médecin, j'imagine, en amont, pour réduire ses risques. C'est là tout ton propos, il est là-dedans. Donc, dans le livre, tu dis, à partir de certains âges, on commence à demander des bilans précis. Et là, tu dis aussi que souvent, le médecin traitant, voire même un gynécologue, ne saura pas proposer des bilans adaptés face aux symptômes qu'on vient d'évoquer. Quels sont les bilans que toi, tu prescris à la femme en pré-ménopause, en pré-doula, on va appeler ça comme ça, Voilà. en doula, pour pouvoir objectiver tout ça. Quelque chose que peut-être tes confrères ou tes consoeurs ne prescrivent pas encore suffisamment. On va considérer une femme qui vient me voir, qui a 44, 45 ans. C'est l'âge où elle commence à se poser des questions ou à avoir des petits troubles. Le premier signe, c'est un bilan sanguin. Ce bilan sanguin où on va chercher toujours les choses qui sont d'avant. Le cholestérol, la glycémie, le diabète, la thyroïde, le taux éventuellement de cortisol, de voir certains paramètres. Autres paramètres, comme je vais l'expliquer, on dit qu'entre la prédola, les dosages hormonaux ne servent à rien. Moi, on me dit, et on n'arrête pas de dire, tous les enseignants, tous les grands gynécologues, certains grands gynécologues disent, on ne fait pas de dosage hormonal. Bien sûr, Dans la médecine fonctionnelle, si si, tu ne les mais fais pas parce que tu ne sais pas les lire. Tu ne sais pas les lire parce que on a quand même 30% de femmes qui présentent des dépressions. On a des signes qui sont marqués dans cette prise de sang. Et notamment, cette fameuse hormone qui est dans la tête, qui va commander la sécrétion des ovaires, qui est la FSH. Donc, je demande systématiquement une FSH plasmatique et un œstradiol. Ça me permet de voir comment le tandem cerveau-ovaire fonctionne. Donc on peut avoir des règles, on peut avoir un œstradiol, l'ovaire fabrique bien, mais on a un taux de FSH qui est au-dessus d'une valeur qui est de 30. On l'a défini à 30. Et quand c'est au-dessus de 30, attention, cette femme est en souffrance cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau reçoit des informations de tout le corps parce que il y a des récepteurs aux œstrogènes partout dans le corps. Et chaque organe du corps a besoin de ces œstrogènes. C'est comme si c'était une fleur que tu arrosais et à un moment tu réduis, tu diminues. La fleur, elle va un peu se sécher, se faner, la tige va se courber. Et donc, chaque organe, ça peut être même les cordes vocales, ça peut être les os, ça peut être les artères, ça peut être le cerveau, ça peut être la peau. Tous ces organes-là, puisqu'il y a des récepteurs aux œstrogènes partout, envoient un message au cerveau en lui disant, hey, dis-moi, cerveau, tu pourrais dire aux ovaires de fabriquer plus d'œstrogènes. Bon, bah, il envoie des messages. Et donc, l'augmentation de cette FSH, c'est un signe de dire, le cerveau dit, il faut que tu en fasses plus. Donc, il y a un manque. Et ce manque, quand la FSH est augmentée, va orienter, on sait que quand la FSH est augmentée,
alors qu'on a toujours ses règles, alors qu'on n'a pas encore 51 ans, alors que on a quelques signes, et ben c'est donc un signe de souffrance et ça va orienter vers un risque cognitif. Donc c'est un marqueur du risque de développement de troubles de la mémoire, troubles de la concentration, voire de Alzheimer. maladie d'Alzheimer. Et ça a été démontré, plus on les traite tôt, même en période de règles, et plus on va prévenir le risque d'Alzheimer. Ça t'oriente vers le risque d'augmentation du cholestérol. On sait, les études ont été montrées. Quand on a une FSH élevée, on a une prédisposition à avoir du cholestérol. Et autre élément, troisième élément, quand on a une FSH élevée avec un œstradiol normal, eh bien c'est un risque de fracture du col du fémur. Donc 3 éléments principaux. Le cerveau, l'os et le métabolisme. Et j'ai un autre dosage qui est important, c'est le dosage, on va en reparler. La femme fabrique de la testostérone dans sa vie intra-utérine. Elle en a toute sa vie et elle va baisser. C'est ce qu'on va voir peut-être tout à l'heure sur le désir sexuel. Et il faut savoir que si tu ne le doses pas tout de suite, eh ben, tu ne pourras jamais tracer une droite. Donc, à 45 ans, je demande systématiquement ce qu'on appelle la testostérone totale. Elle est vraiment précise pour la femme et pas autre chose, avec l'élément qui la transporte qu'on appelle la SHBG. C'est sa protéine de transport. Et je demande aussi, mais ça, peut-être que vous pouvez en parler, c'est la DHEA. Parce que certaines femmes ont aussi besoin. Alors, moi, je suis plus maintenant testostérone que DHEA, mais parfois, il faut savoir s'adapter. Et donc, je demande la testo pour voir comment elle est et pour voir à 51 ans si elle a baissé. C'est la courbe. Parce que tu ne peux pas savoir la dynamique. On a des femmes qui ont des testos élevés. Elles sont un peu mecs, un peu androgynes, tu vois. Et tu la doses, elles te disent à 52, 53 ans, docteur, oh, mon désir sexuel, il a baissé. Et tu fais le dosage de la testo, il est normal. Oui, mais le problème, c'est qu'avant, il était très élevé. Donc, c'est une dynamique, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Et bon, la plupart de mes collègues me disent, mais non, c'est pas la peine, faites le cholestérol, faites le sucre, faites la thyroïde, et puis c'est tout, basta. Pourquoi, selon toi, les examens que toi, enfin le panel des examens que toi tu préconises dans le cadre de Prédola et Dola est différent de celui qui est préconisé par les autorités de gynécologie, enfin la société de gynécologie, j'imagine, européenne, qui ensuite transmet ça aux autorités françaises? Alors, on peut pas dire que... Alors, ça évolue beaucoup puisque les sociétés même internationales commencent. Les Français, on est resté alors on est le berceau de l'hormonologie quand même. Hein. C'est quand même nous qui avons créé le traitement hormonal de la ménopause à la française, hein, les hormones naturelles. On est resté dans ah non, il faut attendre 1 an sans règles pour dire que vous êtes ménopausé. Peut-être qu'on vous traitera avant, alors que toutes les études montrent sérieuses. Mais depuis très longtemps, je l'ai écrit dans mon premier livre en 2022. Donc j'étais un des précurseurs à le dire. On sait qu'il faut traiter précocement. Le cerveau a besoin d'œstrogène. Et si on ne le traite pas, alors on va vous donner, par exemple, si vous avez le burn-out, ou si vous avez le brouillard cérébral, ou si vous vous sentez pas bien. Mais non, madame, ça va passer, puis ça passe pas. Alors on va leur donner des antidépresseurs. Alors que non, c'est des œstrogènes dans 80% des cas. Et c'est démontré dans toutes les études. Donc, je ne comprends pas. Alors, c'est vrai que je suis un petit peu le vilain canard, parce que moi, je dis des choses que eux disent l'inverse. On attend 1 an sans règles, c'est obsolète pour moi. La femme souffre, elle instaure sa souffrance, alors qu'on peut on peut avoir des coups d'avance, 2 coups d'avance, et on nous dit les dosages hormonaux, je dis bien, ne servent à rien. Ouais. Et pourquoi ça n'évolue pas? C'est ça ce que je comprends pas, alors qu'aujourd'hui, selon toi, enfin selon la science d'ailleurs, tout ça c'est une évidence. Enfin, en tout cas, beaucoup des gens de la communauté. C'est ce qu'on appelle un bon sens médical. On a l'impression que nos universitaires sont restés à je sais pas quelle année. Voilà, madame, vous avez pas de règles, on va attendre 1 an. Alors le 1 an sans règles, on va y revenir si tu veux. Madame, vous avez 9 mois sans règles. Ah, vous souffrez, vous dormez pas, vous avez des bouffées de chaleur. Bon, attendez, vous n'êtes pas encore à 1 an. Et je vais commencer à vous traiter quand vous aurez 1 an sans règles. Manque de peau, la femme, elle a des règles au bout de 10 mois.
Et ben on recommence le compte à Et rebours. pas avec les mêmes, et pas avec les mêmes dosages, enfin pas les mêmes bilans que vous prescrivez. Juste pour terminer sur les bilans, tu prescris pardon aussi la vitamine D, CRP Alors, ultrasensible. Pourquoi? alors, donc, la vitamine D, je la demande Pour quelle raison? systématiquement. Ensuite, la vitamine D, parce que je veux savoir déjà dans quel état elle est. Et on voit souvent, parce que l'autre examen que tu vas me demander, c'est la Tout à fait, on densitométrie en parlait tout à osseuse. l'heure. Ouais. Donc, voilà, je veux savoir où elle en est, comment elle s'expose au soleil, comment elle s'alimente, parce que la vitamine D est une pro-hormone qui a une fonction sur l'os, mais aussi sur le cœur et sur l'immunité. D'accord. Donc, avoir un taux bas de vitamine D à 50 ans, eh ben, c'est pas bon parce que ton immunité est basse, ton protection cardiovasculaire est diminuée. On sait même pour certaines femmes, ça a été démontré que quand la vitamine D est basse, ça augmente le risque de fibromes et de développement des fibromes. Donc, on a des éléments, des paramètres à connaître et on les ignore. Je ne sais pas. Moi, j'ai un peu le bon sens paysan. Bon, Hein. c'est C'est un peu loin vraiment, d'être paysan, mais en voilà. tout cas, voilà, Oui, mais on raisonne ouais. simplement pragmatique et et on se sert de tout. On se sert de la nature de la femme. On va pas attendre, on va aller chercher les petits signes. Vous savez, tu sais, parfois les paysans, ah oui, il va pleuvoir à tel moment, le vent, telle chose, telle chose. On va chercher Tu te l'information. bases quand même sur la science, juste pour terminer sur les Ah bah bilans. oui. Donc, CRP ultrasensible, tu dis, c'est important de le faire. Et le 16. Alors, quand j'ai une femme qui est par exemple hypertendue, diabétique, cholestérol, qui est en surpoids, qui a Oui, fumé, cette femme est à risque d'accord. cardiovasculaire. Donc le CRP ultrasensible, qui est un examen remboursé, c'est pas la même chose que la D'accord. CRP. Hein. Attention, l'ultrasensible va te renseigner sur ton risque artériel. Et on sait qu'une femme sur trois va mourir d'une maladie cardiovasculaire. Une 200 par jour et une toutes les 7 minutes. Donc moi, le cancer du sein, alors une femme sur trois va mourir d'une Ouais. maladie cardiovasculaire et une sur 26 d'un cancer du sein. Moi, j'ai choisi, hein, je préfère protéger le cardiovasculaire que le sein, mais je protège Alors, aussi le sein. on va du coup en parler. Quels sont les marqueurs qui permettent de voir le danger apparaître avant qu'il se manifeste pour toi, au niveau des bilans? Est-ce qu'il y a des bilans aujourd'hui Alors, une CRP ultrasensible élevée, le cholestérol élevé. Ensuite, moi, je ne fais plus tellement les cholestérols classiques LDL, HDL. Je fais ce qu'on appelle l'ApoB, qui te permet de savoir comment dire, ton LDL actif, agressif, qui est plus à risque, et tu n'as pas besoin d'être à jeun. Tu as la lipoprotéine A, qui te permet de connaître ton risque génétique, que tu doses au moins une fois. Et tu en as un autre, c'est le LDL oxydé, qui celui-là, il est oxydé, il est très mauvais pour les parois artérielles. C'est lui qui va aller sur les plaques d'athérome mais qui va être méchant. Donc aussi, il faut savoir le doser. Mais quand la femme a un risque cardiovasculaire, je répète, hypertension, diabète, cholestérol, surpoids, tabac. Et ça, tu le fais dans cette condition. Mais tu n'as pas besoin de le faire pour toutes les femmes. Bon, maintenant, je demande souvent l'ApoB, la lipoprotéine A, parce que j'aime bien connaître. Moi, j'aime bien me servir de tous évidemment, les pour éléments. lire, qu'est-ce qu'on fait avec ApoE? L'ApoB, Oui, oui, tout à fait. ApoE, surtout pour les quatre. Oui. ouais, moi je fais l'ApoB et en fonction de l'ApoB, alors ça va me permettre aussi d'être un indice de surveillance quand je donne le traitement et quand je vais mettre en place, et je dis toujours en place parce que pour moi, l'alimentation et l'activité physique qui n'ont peut-être pas été fait avant, Oui. pas informés, pas compris, va pouvoir me permettre de surveiller l'évolution de cette ApoB ainsi que la CRP ultrasensible Oui. quand elle est élevée. Pour regarder la prévention Alzheimer, est-ce que toi, tu préconises certains tests génétiques? Est-ce que ça t'arrive ou pas? Alors, il y a un. Ah oui, je vois ce que tu voulais dire tout à l'heure. C'est l'apo. Les ApoE, les fameux, pour voir s'il y a du cadre ou pas. Oui, il y a un Ouais, test génétique, effectivement, mais moi, je vais. Alors, on sait s'il y a une famille qui a du risque de faire de la maladie oui, d'Alzheimer, c'est-à-dire ces femmes qui, à 55, 56, 60 ans, sont déjà avec des d'accord. troubles. Mais est-ce que c'est des troubles dus à la carence en Ouais. oestrogène? Est-ce que c'est. Mais bon, ça va évoluer. Maintenant, moi, je suis dans la prévention et dans l'information surtout. La maladie d'Alzheimer, on peut
la prévenir aussi. Il n'y a pas que les œstrogènes, il y a l'hypertension, l'activité physique, le diabète, le cholestérol, puisqu'il y a ce qu'on appelle des petits vaisseaux qui vont se boucher ou mal fonctionner, où il va y avoir tous ces systèmes-là, et donc il faut préparer le terrain. Et on sait, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que on doit prévenir quand il y a des signes avant l'arrêt des règles, avant les 51 ans, dans la prédola. On sait qu'on va réduire l'incidence du cancer, de la maladie d'Alzheimer. Maintenant, ce que tu me décris, c'est des déficits en ApoE4, qui est la fameuse enzyme qui va faire qu'il va y avoir des dépôts amyloïdes. Et donc, il y a des formes génétiques. Tu as des familles qui, effectivement, de façon précoce, font malgré tout un Alzheimer à 60 ans. Alors, il y a des gens qui vous disent, oui, maman, elle a fait un Alzheimer, elle a 80 ans. Non, c'est pas un Alzheimer, c'est une démence sénile, c'est pas la même chose. D'accord. On a beaucoup classé des femmes en Alzheimer à 80 ans, alors qu'elles étaient bien à 50, 60, 70, 80. Et à 80, c'est la démence sénile due à l'absence, souvent, d'œstrogènes. J'ai compris. Tu parles aussi d'un examen que toi, tu considères primordial, le DMO. C'est quoi le DMO, Michel? Explique-nous, s'il te plaît, et pourquoi tu le préconises systématiquement. Alors, la densitométrie minérale osseuse, Oui, DMO, c'est un examen donc de radio avec une toute faible irradiation, mais un moment très faible, qui est très rapide et qui va permettre de mesurer. Moi, j'appelle ça la densitométrie osseuse. Ça nous permet d'être ce qu'on appelle le carbone 14 de notre vie, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de savoir comment, dans les 10, 15, 20 ans avant, s'est passée l'imprégnation sur les os. Parce que les os sont là, ils sont présents, et ils subissent des agressions. Et on va pouvoir savoir. On sait que par exemple, cette densitométrie minérale osseuse, elle a comme fonction 4 objectifs. quels sont ces... Le premier, bien sûr, c'est les os. C'est de savoir si vous êtes à un risque, si tu as des os qui sont bien de bonne qualité, ou si tu as une ostéopénie ou tu vas évoluer vers l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie qui est quand même importante. Une femme sur 3 va faire une fracture ostéoporotique. Après une fracture du col du fémur, une femme sur 3 va en décéder. Et une femme sur 2 va devenir, va perdre de sa mobilité complète, Terrible. de son C'est terrible. périmètre de marche. Donc c'est important. La densitométrie osseuse va permettre de renseigner sur le risque cognitif. Pourquoi? Parce que quand tu as des os de mauvaise qualité, ça veut dire que tu as une mauvaise imprégnation en oestrogène. Et donc le cerveau a souffert. Toujours cette souffrance due à l'absence d'apport d'œstrogène. On sait aussi que quand la densitométrie osseuse est basse, c'est un risque cardiovasculaire augmenté. Toujours les œstrogènes qui vont venir pour protéger les artères et le système, pour faire protéger la tension, l'intima medias qui protège les artères, la plaque d'athérome. On sait que l'homme est protégé par la testostérone, la femme aussi, mais que la femme, quand elle ne prend pas d'œstrogène à partir de 51 ans, elle va rejoindre et dépasser le risque de l'homme en risque cardiovasculaire. Elle fera plus d'infarctus que l'homme à partir de 60-65 ans. Donc c'est toujours cet œstrogène qu'on appelait avant hormone de jouvence, on en a besoin. Quatrième élément, c'est quand on a des os très durs, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'œstrogènes, mais peut-être pas des bons œstrogènes. On a eu des perturbateurs endocriniens, on a eu des œstrogènes par le surpoids qui sont accumulés dans le tissu adipeux. Eh bien, ces mauvais œstrogènes, on a des os très durs. T'as les radiologues qui te disent « Oh, madame, vous avez des os très durs, c'est super. » Bah, très bien, je suis protégé pour l'os, le cœur et le cerveau, mais c'est un marqueur de risque de cancer du sein, même sans risque génétique. Donc, il faut se servir de tout. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les études. C'est-à-dire qu'il faut que, quand je t'écoute, je me dis que tout ça, ça devrait rentrer vraiment dans les livres à la fac de la médecine et ça devrait être pratiqué par tout le monde. Est-ce que... La doula ou la ménopause, c'est 1 heure dans les Non, études de médecine, alors que ça touche toutes les disciplines. c'est vrai? Toutes. Tu te rends compte? Moi, j'ai un frère qui est médecin généraliste, excellent médecin généraliste. Tu as dû lire sur mon 2e livre que j'ai parlé de mon frère, qui m'a toujours critiqué parce que je donnais des traitements hormonaux. Mon frère me dit, tu sais, Michel,
60 à 65% de mes consultations, c'est des femmes de plus de 40, 50 ans. Après, c'est les enfants et après, c'est les hommes. Mais elles consultent pourquoi ces femmes? Pour la dépression, pour les douleurs, la fibromyalgie, les fameuses fibromyalgies, alors que c'est des problèmes dus aux articulations. Elles consultent pour le diabète, pour le cholestérol, pour plein d'autres pathologies qui sont en rapport avec la carence en oestrogène. C'est pour ça que mon frère m'a dit, il s'est mis à me dire, bon, bah, Michel, j'ai compris, au bout de 25 ans, je vais prescrire des traitements hormonaux, je vais faire le diplôme de la ménopause et je vais pouvoir prescrire comme il faut, être un vrai médecin. Justement, parlons du traitement hormonal que toi tu appelles moderne ou à la française. Explique-nous s'il te plaît, qu'est-ce que tu appelles ce traitement hormonal moderne ou à la française et pourquoi il faut qu'il y ait plus de 6% ou 10% de femmes françaises qui soient traitées avec ce traitement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, quelle est d'ailleurs la différence peut-être entre le THM à la française et le THM à l'américaine pour que voilà, Exactement. les gens qui nous aident. Alors, le premier traitement de la ménopause a été inventé en 1940. C'était que des oestrogènes d'origine équine, des juments enceintes qu'on donnait par la bouche, qui passaient par le foie. Toutes les Américaines étaient contentes. Un Américain a même fait un livre qui s'appelle Feminine Forever. Et ce livre a été un énorme succès. Manque de peau, ils avaient oublié qu'il y avait un utérus. Et donc, il fallait donner de la progestérone pour protéger. On avait une augmentation des cancers de l'utérus, polypes, cancer. Et donc, on a donné une progestérone qui, là aussi, était une progestérone de synthèse. En Oui. 1970, le traitement hormonal américain arrive en France. On a toujours du retard. Et tout de suite, à l'hôpital Necker, on réfléchit, on dit mais c'est pas bon de donner des œstrogènes par voie buccale. On va inventer des formes transcutanées par voie euh, cutanée, donc des patchs ou des gels. D'accord. 1974, et on dit il faut éviter d'embêter le foie et d'augmenter les risques de troubles de la coagulation et autres par cela. Et donc, on a inventé des patchs et des gels en France, et on a inventé aussi la progestérone, qui cette fois-ci n'est pas de synthèse, qui est identique, j'emploie le mot identique, tu vas savoir pourquoi, à la progestérone fabriquée par l'ovaire. Donc, en France, on a fabriqué, on n'a pas été prendre des hormones chez une femme qui est en activité génitale. On a dit, oh, on va faire des copies exactes de l'hormone fabriquée chez la femme, œstradiol, progestérone naturelle. Et on a fait ce qu'on appelle des hormones bio-identiques. Donc ce ne sont pas des hormones de synthèse comme les Américains. On a des hormones qui passent pas par le foie pour les œstrogènes et on a une progestérone naturelle qui n'a pas, et on le sait maintenant, le risque d'augmentation du cancer du sein, le risque d'accident cardiovasculaire, le risque d'insulinorésistance. Donc, et en plus de méningiome. Donc voilà, en France, depuis 1974, on a un traitement bio-identique, Oui. naturel, qui utilise donc des œstrogènes par voie cutanée, associés de la progestérone naturelle quand la femme a toujours son utérus. Comment donner le traitement d'œstrogène? Alors, le gel, moi j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai fait de la pharmaco. Il y a deux zones d'absorption maximale d'un gel. C'est derrière l'oreille et la face interne du bras. Pourquoi derrière l'oreille? Ouais. Ici, la peau est derrière l'oreille, c'est très fin et on a une vascularisation. Et ici, on a une peau fine, on a des artères, des veines et des lymphatiques. Donc quand on met le produit ici et qu'on fait comme ça, on a bien, comment dire, appliqué et fait transmettre dans le corps, puisqu'en 2 minutes, le produit est dans le sang et on a une exacte reproduction de la dose qu'on a donnée. Parce qu'il y en a beaucoup qui te disent, bon, vous le mettez sur la main, sur les épaules, hein, vous dansez la Macarena, là on en met partout, et là c'est pas absorbé, ici c'est vachement épais, donc ça passe pas, et donc on s'est même rendu compte, on a fait des études, que la dose qu'on mettait sous cette forme en dehors de la partie interne, de la face interne des bras, eh ben, elle était plus faible que celle qu'on mettait là. Donc on est plus efficace ici que là. Mesdames, attention, ne mettez pas vos parfums ici, parce que les perturbateurs endocriniens passent C'était directement.
faites-les ici. Progestérone naturel, donc on prend le traitement en théorie en France du 1er au 25e jour du mois, les deux produits, œstrogène, progestérone, traitement sans règles. Ça sert à rien d'avoir ses règles, hein. La femme, elle est libérée, délivrée de ses règles, comme dit la Reine des Neiges. Maintenant, faisons une physiologie maîtrisée. Et donc, les deux en même temps. La progestérone est une hormone qui est sédative, qui fait dormir. On la prend une demi-heure avant de se coucher. Et elle a aussi une fonction sur le cerveau, parce qu'elle peut permettre aussi, elle a une fonction qu'on dit nous, GABAergique. Elle va agir au niveau des transmetteurs. Et l'autre élément, elle peut aussi agir sur les bouffées de chaleur et elle a une fonction sur les apnées du sommeil parce qu'elle va agir au niveau des bronches, mais on n'est pas obligé de la donner chez une femme qui n'a plus d'utérus. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est du traitement hormonal. Le traitement hormonal, on peut le commencer juste avant la ménopause, Oui, enfin la en DOLA, en pré-dola, ouais. pré-DOLA, Justement, ouais. adapté. Et, et c'est quoi la Voilà. fenêtre, ce que tu appelles la fenêtre d'intervention, c'est quoi? Alors, la fenêtre d'intervention des études américaines et dont on a fait une synthèse, c'était de dire on commence dans les 10 ans qui suivent le début de la ménopause. Il faut savoir que la ménopause, c'est entre 45 et 55 ans et avec un âge moyen de 51 ans. Donc, on peut le commencer dans cette période et l'autre élément c'est avant 60 ans. Mais c'est pas très précis tout ça. Parce que quand une femme a eu des règles à 17 ans, elle a souvent une ménopause, enfin une DOLA, à 55 ans. Donc ça veut dire qu'avant 60 ans, si à 62 ans elle veut commencer, ça fait 7 ans qu'elle est ménopausée, elle peut le prendre. Donc il faut être pragmatique, il faut être souple. Donc, mais on essaye de respecter pour tout le monde, tous les médecins, si déjà ils pouvaient respecter la fenêtre d'intervention 10 ans après le début de la ménopause ou avant 60 ans, c'est très bien. Moi, je m'occupe des femmes qui ont passé ça parce que j'ai une expertise, une expérience, des femmes de 61, 62, 63, 64 ans avec qui je peux donner un traitement. Le traitement a-t-il une limite de durée? Aucune Tout à limite fait. de durée. Quand on a une carence en oestrogène, c'est jusqu'au dernier souffle. Vous allez, parce que dès que vous arrêtez, toutes les choses, De presque recours. tous les éléments, la protection cardiovasculaire, osseuse, cérébrale, le vagin qui va redevenir sec, la peau qui va, tout ça, ça va revenir assez rapidement. Et on dit aussi qu'une femme, au-delà de 5 ans après le début de la carence en œstrogène, il faut faire attention au niveau du cerveau. Parce que certaines études ont montré que quand on démarrait au-delà, si par exemple on a une DOLA à 51 ans et qu'on commence à 57 ans, il faut vérifier le cerveau. Le cerveau et le cœur, hein, mais le cerveau parce que si la femme a déjà présenté des signes de fragilité cérébrale, on peut aggraver un risque de maladie d'Alzheimer. Donc je fais un IRM cérébral pour vérifier l'état du cerveau. Donc tout cela a les bénéfices prouvés, comme tu l'as dit, la baisse du risque cardiovasculaire, osseux, cognitif, métabolique. Maintenant, on va venir à la thématique qui revient le plus souvent quand on en parle, c'est le risque de cancer du sein. Est-ce que tu peux remettre la science au milieu du village, comme tu viens de dire, sur ce sujet, le THM, le traitement hormonal à la ménopause et les cancers? C'est quoi la vérité? Alors, quand ils ont fait leur étude, les Américains, mauvaise étude, mais ils avaient déjà démontré que les œstrogènes seuls réduisaient l'incidence du cancer du sein. C'est-à-dire, au lieu d'en faire 100, il n'y en avait que 76. Réduction de 24 à 25%. Très. Donc c'est important. Ils ont montré que par contre, leur traitement avec la progestérone de synthèse augmentait le risque de cancer du sein. C'est-à-dire que sur 100 femmes, par exemple 100 femmes non traitées, le risque était de 4,5. Une femme traitée, il était de 4,7 sur 100 femmes. Donc 0,2. C'était pas grand-chose. Ensuite, ils ont oublié de tourner la page, les journalistes et les médecins, parce que le traitement hormonal à l'américaine, on va dire celui que nous n'utilisons pas, réduisait le cancer du rectum, du côlon, de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas et des poumons. Donc tous ces cancers, on sait, c'est démontré depuis 2002 qu'il réduit la survenue de certains cancers digestifs et pulmonaires. Et on va se priver de ça. Maintenant, l'étude française a montré que quand on utilise des œstrogènes français,
naturelle, bioidentique, avec la progestérone naturelle, il n'y a pas d'augmentation du cancer du sein, de la survenue. C'est-à-dire que le traitement hormonal a un rôle qu'on dit promoteur, mais pas initiateur. Il va pas révéler, il va pas créer le cancer, il va le révéler plus tôt. Il sera plus petit, de meilleurs pronostics, moins d'atteintes ganglionnaires et avec une réduction, alors là c'est fondamental, de mortalité de 50% par rapport à une femme qui n'en prend pas. Quand on sait qu'en France, il y a 12 000 décès par an de cancer du sein, si on arrivait à réduire d'au moins 3 000 ou 4 000, on serait très bien. Bien sûr, on sauvera beaucoup de vies. Voilà, c'est comme tu dis, les hormones ne créent pas le cancer, elles protègent la vie. C'est ça ce que tu dis. Exactement. Et moi, quand j'ai commencé la cancérologie, on traitait les métastases de cancer du sein avec de fortes doses d'œstrogène. L'œstrogène n'est pas l'élément négatif du cancer du sein. Il faut sortir ça. Parce que les gens, les oncologues que moi j'ai côtoyés, ils y connaissent rien sur les hormones. C'est encore une fois la faute à l'éducation. Ils savent donner des anti-hormones, mais ils ne savent pas donner des hormones. Et ils ne savent pas leur fonctionnement. Comment comment est-ce que la femme doit avoir une discussion avec son médecin sur ce sujet? Est-ce que ça se passe avec un généraliste? Est-ce que ça se passe avec son gynécologue? Parce que moi, en t'écoutant, en te lisant, je dis, il n'y a pas d'alternative que de l'avoir. Et pourtant, il y a que 6 à 10% de femmes qui reçoivent le THM. Est-ce qu'une femme insiste? Comment est-ce qu'elle aborde le sujet avec son médecin? Est-ce qu'il va chez gynéco? Est-ce qu'il va chez médecin généraliste ou chez un autre médecin? Alors, l'idéal, dans certains pays, tu sais que les cardiologues au Canada prescrivent maintenant le traitement D'accord. hormonal de la ménopause, les psychiatres. Donc, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une incidence sur leur discipline. Et donc, ils sont formés. Et vraiment, avoir fait un bilan, c'est très simple. Donner un traitement hormonal de la ménopause, c'est encore très simple, hein. Bon, on peut travailler, un médecin généraliste peut le donner, hein. Mon frère les donne, il est médecin Donc, on peut généraliste. demander à son médecin généraliste aussi de le faire. Alors, le seul problème, c'est qu'ils ont tous peur de la judiciarisation. Mais moi, je dis à mes patientes, madame, ok, il a peur de ça, mais moi, je vais vous appeler ce qu'on appelle l'effet boomerang. Il veut pas vous le donner, mais quand vous aurez un infarctus, quand vous aurez une dépression, quand vous aurez un diabète, quand vous aurez un cholestérol élevé, quand vous aurez toutes les complications de l'absence de traitement, vous irez le voir et vous lui direz, dites-moi, moi, je vous attaque, vous m'avez fait perdre des chances. Parce que maintenant, on dit que le traitement hormonal ne donne pas le cancer, il protège contre les maladies cardiovasculaires. Où vous êtes-vous renseigné ou mis à jour? Mais on fait de la médecine ou qu'est-ce qu'on fait? On fait des ordonnances, on reproduit les traitements, qu'est-ce qu'on fait? On protège? Non, Quel on est n'a le pas le risque droit. pour un médecin généraliste ou gynécologue de prescrire le THM? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque judiciaire? C'est pour ça qu'il résiste aussi. Bah oui, parce qu'on lui a dit, parce qu'une femme à l'époque, on avait dit, oh là là, attention, le traitement hormonal provoque le cancer du sein. Donc une femme qui avait un traitement hormonal, qui avait un cancer du sein, elle disait, oh là là, c'est à cause de son traitement que j'ai un cancer du sein. Il faut rappeler que 75% des cancers du sein surviennent après 50 ans. Que l'âge classique du cancer du sein, c'est 62-64 ans. Un tiers des cancers du sein surviennent après 70 ans, à une période où les femmes n'ont quasiment pas de traitement, hein. Faut le rappeler quand même, hein. C'est pas le traitement hormonal. Que le principal facteur de risque du cancer du sein après 50 ans, c'est l'âge. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'âge? On peut pas. Le deuxième facteur de risque du cancer du sein, c'est le surpoids et l'obésité. Mesdames, faites attention, c'est modifiable. Le troisième facteur de risque du cancer du sein, c'est l'alcool. Au-delà de 7 verres de vin par semaine, c'est un facteur de risque. Le tabac, la pollution et surtout, on vient de voir que le stress était un facteur de risque de cancer du sein. Le quatrième facteur de risque du cancer du sein, c'est la sédentarité. Donc, mesdames, bougez. On sait que le fait de bouger, de faire travailler ses muscles, va réduire l'insulinorésistance et va diminuer de 30 à 40% la survenue d'un cancer du sein. Donc voilà. Donc, si on fait tout ça, eh bien, de quoi on a peur? Ça, c'est une discussion à avoir avec le médecin, en espérant surtout que les médecins t'écoutent aussi et te lisent, enfin, et qu'ils l'écoutent et surtout qu'ils lisent la science. Euh, Il y a un il y a un mouvement. mouvement actuellement. D'accord. Toi, tu le constates. Il y a un mouvement. Le seul mouvement que je n'aime pas, c'est le mouvement des influenceuses et de celles qui profitent de la peur. Parce que tu sais,
on meurt plus de la peur du cancer que du cancer lui-même. Bah oui, quand tu prends pas de traitement, une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire. Une sur 3 va faire une fracture du col du fémur. Le diabète, le cholestérol, la dépression, tous ces éléments-là, quand tu n'es pas traité, eh ben, ils risquent de survenir. Heureusement, elles n'auront pas tout. Heureusement. Euh, Comment est-ce que on peut agir en quotidien? Donc, on a compris que pour toi, le traitement hormonal à la ménopause, pardon, DHM à la française, il est primordial dans la protection de santé de femme. Donc, c'est agir sur le cœur, le cerveau, enfin, Toi qui t'occupes beaucoup de oui. longévité, si on veut avoir une belle longévité, eh ben, il faut arroser la fleur que tu avais avant, parce que sinon elle va s'assécher. Et on sait pertinemment qu'une femme avec un bon bilan, surveillée, une bonne alimentation, parce que ça c'est hyper important, une alimentation avec des protéines, sans manger de trop de gras, de sucre, de sel, une activité physique, comment dire, des compléments, certains compléments, mais pas tous Qu'est-ce que les tu compléments. prescris, Attention. Michel, comme complément? Parce que c'est vrai que on pratique beaucoup de compléments dans la santé intégrative et fonctionnelle. Tes confrères médecins y compris. Est-ce que toi, tu prescris certains compléments alimentaires aux femmes? Toutes mes ordonnances ont, sur la fin de l'ordonnance, ce qu'on appelle des alicaments. C'est quoi les alicaments? L'alicament, bah, c'est l'alimentation qui est comme un médicament. Et donc, chaque élément, le poisson, les oléagineux, telle chose, je marque la correspondance des micro-éléments, des oligo-éléments et des sels minéraux qu'il apporte. Il apporte du zinc, du cuivre, du coenzyme Q10, il apporte du tryptophane, il apporte des acides aminés essentiels. Donc, quand on parle de micronutrition, dans micro, il y a micro, Mais mais il y a aujourd'hui, on dit, nutrition. Et le ouais, principal, et le principal élément, c'est la nutrition. Donc, c'est se bien s'alimenter. Donc, quand tu as une alimentation qu'on t'a expliquée, on t'a dit comment il fallait manger, ce qu'il fallait manger, il y a des choses qui peuvent manquer. Alors, la vitamine D, elle disparaît à 55 donc ans il chez la faut. femme. 70% des femmes ont un manque de vitamine D. Et on rappelle une action sur le cœur, sur Oui, l'immunité et sur l'os. Il manque aussi des apports de calcium. L'alimentation apporte le calcium pour oui, fabriquer les os. On a aussi une déficit en zinc, mais on peut le trouver dans les aliments. Par exemple, les œufs sont des excellents aliments, contiennent oui. du zinc et contiennent des acides aminés essentiels. Le poisson, vous allez, comment dire, Les petits poissons, les maquereaux, les sardines. voilà, les sardines, les maquereaux, le saumon, tout ça. Bon, il faut faire attention. Il faut essayer de faire, si on a le temps. Bon, la sardine et le maquereau, on les a à la maison dans des boîtes et c'est parfaitement utilisable. Les œufs bio ou des poules qui ont été élevées en plein air, ça c'est important. Donc tout ça, c'est des éléments importants. Donc il va manquer peut-être du Magnésium. magnésium qu'on associe à la vitamine B6 et il y a des produits qui sont déjà B6, tout pourquoi? préparés et on fait des cures parce que ça permet une meilleure absorption. Et c'est tous les deux ont un effet synergique. Le zinc, le zinc est important parce que c'est un cofacteur qui intervient dans 300 au moins processus enzymatiques. Donc c'est important d'en apporter et on en manque souvent. Donc on fait des cures, mais l'alimentation apporte Oui, du bon. zinc. Donc on fait un dosage. Il faut savoir que le dosage de zinc, il n'est pas très vrai parce que le zinc, il est intracellulaire, il n'est pas dans le sang. Donc on peut avoir un bon taux de zinc alors qu'on en manque à l'intérieur. Donc je conseille des cures de zinc. Il y a différentes façons de le faire. Ensuite, il y a un truc que j'ai Oui, appris avec le temps. J'avais oui, un petit peu peur parce que je pensais que c'était simplement réservé aux sportifs oui, et aux hommes. C'est la créatine. Il faut savoir qu'à partir de 45-50 ans, ce peptide, c'est-à-dire cet élément, cette protéine qui contient de la méthionine, de l'arginine et de la glycine, est hyper important pour le caractère énergétique de nos cellules, pour l'ATP, pour le cœur, pour le cerveau, pour toutes les cellules. Il permet même de mieux dormir. Et donc cette créatine, il faut savoir en manger. Pas plus de 5 grammes, en moyenne 3 grammes, et faire des cures de créatine.
Alors, il y a des formes qui sont, alors c'est créapure, mais tu as plein de produits qui en apportent. Et ne pas oublier, quand on prend de la créatine, d'apporter de l'eau. Il faut boire au moins 1,5 Ouais. litre d'eau par jour. Donc voilà, ça, c'est des éléments importants à apporter. La vitamine D, le calcium alimentaire, la créatine, le zinc, le magnésium. Attention à toutes ces formules qu'on te donne alors que tu vas avoir en excès. On a vu des excès de sélénium. Madame mangeait du Oui. sélénium. Et on s'est retrouvé avec un excès de sélénium. Donc systématiquement, mes patientes ont un bilan. Non, ont surtout une information alimentaire avant. I- Toi, tu parles de la chrononutrition dans ton livre. Ouais. Voilà. Et effectivement, pour moi, la chrononutrition, qui a été inventée par le docteur Delabos, est un Pourquoi? élément important. Notre corps a un rythme circadien, c'est-à-dire qu'à telle heure, il fabrique de l'insuline, du cortisol, de la lipase, de l'amylase, il fabrique l'hormone de croissance la nuit, il fait la détoxication, la lipolyse, il a besoin d'avoir, d'apporter du sucre à telle heure, en général vers 16 heures, il a besoin d'apporter des protéines matin, midi et soir. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est réglé. Il faut savoir qu'entre 7 et 97 ans, 90 ans, la différence dans cette chrononutrition, dans cette fabrication de ces hormones et de ces enzymes, elle varie d'une demi-heure. C'est pour tout le monde la même chose. Donc quand j'entends les gens qui me disent, moi je fais du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, grande mode, a été fait chez des diabétiques et des gens obèses. Tu es contre. Ah bah oui, moi je suis Que ce contre, soit matin ou complètement. soir. Moi je préfère un bon déjeuner, un petit déjeuner protéiné que un jeûne matinal. Tu Ah t'imagines pour oui, le d'accord. cerveau? Donc, tu es contre Tu les jeunes t'imagines matinales, pour pardon. Qu'on l'organisme? remette des choses au point, tu veux que les personnes prennent un petit déjeuner protéiné. Mais tu n'insistes pas à ce qu'ils Exactement. mangent 5 fois par jour et qu'ils mangent tard le soir. Non, tard le soir, c'est pas bon. Il vaut mieux, si on peut, mais c'est pas très social de manger tôt. Si on pouvait manger vers 17h30, Ouais. 18h ou 19h, ça serait l'idéal. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais ce que je veux dire, le soir, on doit essayer d'épargner le foie qui va travailler dans sa détoxication. Donc si on le charge avec de l'alcool, avec du sucre, si on le charge avec par exemple de la viande rouge qui n'est pas bon ou des œufs, c'est pas très bon, mais il faut par exemple des poissons. On peut apporter des protéines végétales. On apporte des tonnes de légumes épicés parce que les épices c'est très bien. Tu peux amener du curcuma. Hein, c'est très bien ça, avec un peu de poivre, Euh, c'est pas mal. Voilà. Michel, on va vers la fin de la discussion. Ce que j'aimerais savoir, c'est que tu nous donnes un tout petit peu une liste, une checklist de ce qu'une femme en prédola doit faire et doit pas faire. Des choses qu'il doit faire et des choses qu'il doit éviter. On va parler encore une fois dans les deux cas. Je t'écoute. Toute seule avec ce médecin. Moi, Pardon. pour moi, déjà, oui, pour moi, il faut déjà préparer cette période. Il faut avoir 2 coups Donc, d'avance, et c'est de ce la que je dis. préparation, qu'est-ce qu'on Donc fait avoir, concrètement? On va voir son médecin ou est-ce qu'on se pose des questions? on va déjà par soi-même avoir une alimentation équilibrée, D'accord. riche en protéines, parce qu'à partir de 45 ans, ton métabolisme de base baisse, et donc si tu n'apportes pas assez de protéines, tu vas grossir et tu vas te retrouver d'une femme qui est une poire va se transformer en pomme, et donc tu vas accumuler du gras. Donc augmenter sa ration protéique et faire de l'activité musculaire. C'est important. Ensuite, il y a le bilan à faire à 45 ans avec un dosage pour vérifier ce qui se passe. Et si la femme a des facteurs de risque métaboliques, l'orienter en fonction de ces facteurs métaboliques. À 51 ans, quand la femme est sans règles, alors là on peut dire qu'il n'y a plus d'œstrogène globalement, et bien là on refait le bilan avec la FSH, le stradiol, la testostérone et la thyroïde, parce que la thyroïde commence un petit peu à moyennement aller. On fait la densitométrie osseuse et on fait sa mammographie. Mammographie, j'ai une Voilà. question pour toi que les femmes se posent. Le danger de la mammographie versus IRM. Euh, Chacun a sa fonction. Il y a des femmes qui disent attention, l'IRM, le mammo c'est une irradiation et l'IRM il n'y a pas d'irradiation. Mais ce que voit l'IRM, la mammographie
ne le verra pas, mais ce que voit la mammographie, parfois l'IRM ne le voit pas. Donc c'est une, comment dire, c'est une articulation entre les deux. Si une femme a des facteurs de risque familiaux, des seins très denses, ou a eu une pathologie précancéreuse avant, il faut faire des IRM de façon espacée. Ou si elle est, par exemple, avec un risque génétique, BRCA1, BRCA2. La mammographie, c'est quand même quelque chose qui va permettre de voir, associé à l'échographie, va permettre de voir la plupart des choses. On sait que pour passer de 1 millimètre à 10 millimètres, il faut 10 ans pour un cancer. Donc la mammographie est essentielle et plus tu la feras tôt et de façon précise avec une échographie, et plus tu dépisteras, voire tu agiras sur un cancer qui sera un pré-cancer. Donc la mammographie, oui, il y a de l'irradiation, mais de plus en plus, on arrive grâce à l'intelligence artificielle, on en a déjà une, à réduire les clichés, à faire des mammos peut-être tous les 2 ans quand on n'a pas de facteur de risque, ou tous les ans quand on a un facteur de risque familial, et de la commencer même très tôt, parce qu'on sait que le cancer, il met 10 ans pour passer de 1 millimètre à 10 millimètres. L'IRM, quand on a des seins denses, on la fait tous les 2 à 3 ans. Et quand on a des facteurs de risque génétiques, il y a un protocole qui a été mis en place par l'INCa et qui fait une alternance entre mammo et IRM. Moi, j'entends en Suisse, ils veulent plus faire d'IRM, de mammographie. Mais comment ils vont faire pour IRM. dépister les cancers? Mais non, parce que quand tu as des microcalcifications, comment tu fais? Et il faut savoir que 20% des cancers sont des cancers intracanalaires, ce qu'on appelle révélés par des microcalcifications, que tu verras pas à l'IRM. Si, tu le verras à l'IRM quand il sera plus intracanalaire, il devient infiltrant. Donc il aura évolué. Peut-être l'importance aussi des bilans biologiques, voire même quand tu parles de la prévention, de voir l'inflammation du corps, comme tu dis, ça prend 10 ans à se développer. Donc, je pense que tu as dû lire dans mes livres des femmes qui n'ont pas de facteur génétique, des femmes qui ont des os qui sont très durs. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais un dosage d'un métabolite des œstrogènes qu'on appelle E16. C'est la 16-alpha-hydroxyœstrone. Et c'est un métabolite des œstrogènes qu'on retrouve soit dans le sang, soit dans les urines, et qui va qui va agir sur l'ADN des cellules du sein et entraîner des mutations, donc des facteurs de risque de cancer du sein. C'est des femmes qui n'ont pas de facteur génétique, pas de facteur familial, mais qui ont, comment dire, par exemple les os très durs, la densitométrie à 50 ans très dure, ou qui ont des seins qui sont denses, sans facteur familial, sans facteur génétique. Il faut aller se renseigner pour savoir est-ce qu'elle est porteuse de ce paramètre à risque. Quel serait pour toi l'idéal dans le système de santé actuel? Comment est-ce que le système de santé actuel devrait prendre en charge la femme à partir de l'après de là, parce qu'après ça dure jusqu'à la fin de la vie. Au niveau des bilans, peut-être qu'il devrait être intégré. Ma proposition, non, ma proposition, elle a été faite dans le rapport, c'est déjà d'informer les enfants, les filles et les garçons à 12-13 ans. Parce que déjà, on aura une information qui sera trans et intergénérationnelle. Quand un enfant de 12 ou 13 ans verra sa maman qui souffre, qui a des bouffées de chaleur, qui a telle et telle chose, quand elle lui aura appris ce qu'il fallait faire, ou ce qu'il fallait manger, ou ce qu'il ne fallait pas faire, attention, on va pas tout interdire, mais on va informer. Déjà, ça commence Information, là, ensuite les bilans. dans les futures Oui. générations. Ensuite, dans la prise en charge médicale, quand on rentre dans le système médical après l'information, qu'est-ce qu'ils devraient intégrer, les généralistes ou les gynécologues, dans leur pratique pour éviter aux femmes toutes ces horribles maladies qui arrivent plus tard quand on est Ben déjà faire, comme on l'a dit tout à l'heure, le bon bilan, la densitométrie osseuse, la prise de sang, une première qui fait une sorte comment dire, de truc à 360 degrés, la consultation à 360 degrés de couple, parfois Oui. à 45 ans, et la mammographie. Déjà, avec ces 3 éléments, c'est Et bien. ensuite, donc, le THM, oui. Moi, de toute façon, toutes les femmes qui viennent me voir pour une première fois, mes secrétaires leur demandent de faire systématiquement le bilan biologique important que j'ai décidé à tailler, une densitométrie osseuse et une mammographie. Si j'ai pas ça, je ne les vois pas. C'est compris. Est-ce qu'on devrait enseigner tout ça à la fac de la médecine? Comment est-ce que la médecine devrait évoluer pour accompagner les femmes? Chaque discipline
chaque discipline devrait normalement introduire les hormones, c'est-à-dire en cardio, en rhumato, en psychiatrie, en dentisterie, parce qu'on sait que ça entraîne des chutes de dents, des parodontites, des syndromes au niveau dentaire. Donc on devrait introduire les hormones, et notamment les œstrogènes, dans toutes les disciplines. Et des effets que ça peut avoir. La carence. Parce que on voit quand tout va bien, mais quand tout va mal, on ne savait pas que c'était dû aux hormones. Souvent, très souvent. Michel, on va passer aux questions. Ma gynéco m'a dit que le THM ne devrait pas aller au-delà de 5 ans, surtout avec du cholestérol. D'abord, s'il y a du cholestérol, il faut effectivement le traiter, l'équilibrer. Il faut savoir que le traitement hormonal de la ménopause va réduire le mauvais cholestérol, LDL et triglycérides, et augmenter le HDL. Donc il faut arrêter. Et il faut savoir que une femme, on peut considérer qu'elle a une hypercholestérolémie à 50 ans, c'est 2 grammes plus l'âge. Alors si on me dit que la femme a une hypercholestérolémie avec 2,2, je dis non. Donc on a un excès de femmes en hypercholestérolémie et des femmes qu'on dit à qui on donne des statines alors qu'elles n'en ont pas dosé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'ApoB, la lipoprotéine A et éventuellement le LDL oxydé. Vous verrez vraiment si vous êtes à risque. Donc maintenant un THM 5 ans, et qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire qu'on recommence avec la fragilité et la souffrance du cerveau, du vagin, la sécheresse vaginale, des artères qui ne sont pas protégées, de tous ces éléments-là, le collagène qui n'est plus fabriqué, mesdames, parce que les œstrogènes stimulent le collagène, ils vont même stimuler l'insuline, ce qu'on appelle le GLP-1, ce fameux truc qu'on a en ce moment avec le Wegovy et le Oui, Mounjaro. C'est les œstrogènes qui disparaissent. Et ils ont une action de stimulation du GLP-1 qui va stimuler l'insuline. Donc c'est pas 5 ans, il n'y a pas de limite. Ça, c'est des gens qui vous abandonnent, ou qui ont peur, ou qui n'ont pas, se sont pas réactualisés. Moi, j'appelle ça des déserts cérébraux. les microcalcifications du sein sont, donc il dit, est-ce qu'ils sont à surveiller? Dans mon deuxième livre, j'ai fait témoigner le professeur Marc Espier, et je lui ai demandé, Marc, est-ce qu'il y a des femmes qui ont eu un cancer du sein et qui peuvent prendre un traitement hormonal de la ménopause? Il a affirmé, moi je le fais depuis très longtemps et toutes les études le montrent, que les femmes qui ont eu des cancers du sein sous forme de microcalcification, ce qu'on appelle les in situ, on peut leur prescrire un traitement après bilan, bien sûr, sans augmenter le taux de récidive et sans augmenter la mortalité par cancer du sein. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va diminuer la mortalité globale, la mortalité cardiovasculaire. C'est vachement important. Et le bien-être de la femme. Michel, merci beaucoup. Donc, on a répondu à pas mal de questions. Merci Nicolas, hein, merci à tout le monde. Voilà, ce que je voulais dire en clôture, c'est que notre mission chez Even, c'est de rendre le savoir, de pouvoir diffuser le savoir que les gens comme toi ont pour que les femmes et les hommes, aujourd'hui c'était plus tourné bien évidemment vers les femmes, puissent vivre en meilleure santé plus longtemps. Et donc on a appris aujourd'hui cette importance déjà de commencer à y réfléchir dès 40 ans. On a appris les bilans qu'on devrait faire. On a aussi appris une discussion peut-être avec son médecin parce que je crois sincèrement que si le patient vient basculer, entre guillemets, le médecin lui poser des questions, peut-être le médecin se posera la question lui aussi ou elle aussi. Euh, Alors, de plus en plus, les patientes viennent avec mon livre voir les médecins. voilà, Et elles leur donnent en référence. Parce que mes livres ont été faits pour que les femmes deviennent sachantes. Ils sont accessibles, oui, ils sont faciles, ils sont à la fois accessibles à tout le monde et scientifiques tout à avec fait. des preuves. J'ai pensé, franchement, je m'y suis éclaté. J'ai lu ces livres, c'était fascinant. Ça, c'est ton dernier. La vie commence à 50 ans. Je te remercie pour moi. Voilà, ne souffrez plus en silence. Ménopause, tout peut changer. Ce que je vais juste te dire, c'est que je trouve que ce que tu fais, ça donne du pouvoir à la femme, à l'être humain, et ça rend Je rappelle que la femme est l'horloge de la vie et quand la femme va bien,
le monde va mieux. C'est un très bon mot de fin. Michel, je te remercie mille fois. Voilà, au nom de toute la communauté Even. C'est moi qui vous remercie et tant que je peux transmettre, je Merci beaucoup pour cette transmets. transmission. Merci beaucoup à vous tous d'avoir assisté voilà, à cette magnifique masterclass. Merci.